Bienvenue à Hôtel Central. J'ai l'immense honneur de recevoir Jean-Claude Leclerc, Patrick Morin et Sandy Beaulieu pour parler de char ou de notre relation à l'automobile. Si un sujet qui soulève les passions, c'est la bagnole, la voiture, le char. Surtout ici dans le Bas-Saint-Laurent parce que, inévitablement, il y a du territoire à couvrir, puis on a aussi la fameuse autoroute 20. Mais en parlant de voiture ici dans le Bas-Saint-Laurent, il y a quelqu'un qui est une légende, non seulement au niveau de ce qu'il a fait pour la voiture dans le Bas-Saint-Laurent, mais aussi pour sa passion pour la voiture et également pour les communications. Et c'est Jean-Claude Leclerc. Petite anecdote comme ça, Jean-Claude Leclerc a lancé ma carrière de communicateur dans le Bas-Saint-Laurent en me donnant une chance auprès d'une de ses nombreuses publications, la revue L'Ancre, défunte maintenant. Homme-voiture, voiture-homme, y a-t-il une différence entre toi et ton char? Comment t'es venu à avoir cette passion débordante pour la voiture? Je pense que ça date quand même il y a quand même un bout, là. Bien, ça a commencé bizarrement. Ça a commencé à mon adolescence. Boulevard Chevrolet, qui était situé pas loin de chez nous. Puis à ce moment-là, ben, je me promenais en vélo. Ça fait que j'allais voir les vieilles autos. Les vieilles autos, il faut s'entendre. On est en quelle année, là? On parle de... Là, on parle de peut-être des années 60, 65. Les vieilles autos, dans ce temps-là, c'était de Ford Model T ou... Bien, les vieilles autos, c'est parce que, mettons, j'avais une quinzaine d'années, puis j'avais, au boulevard Chevrolet, ils pouvaient avoir des 55, des 60 usagés à vendre, évidemment, dans ces années-là. Puis, le soir, j'allais me promener en bicycle, que je vérifiais les autos. Puis, il y avait un Ford, pas un Ford, il y avait un Chevrolet 55 dans le temps, qui était à vendre à 150 $. J'étais tout énervé. Je n'avais pas d'argent. Je me disais, un jour, j'aimerais ça avoir une vieille auto. La passion a commencé là. Puis, j'ai eu ma première vieille auto au début des années 70. Je venais d'avoir 18 ans à peu près. Puis... C'était quoi, cette auto-là? Ma première vieille auto était un Ford 56. OK. Puis j'avais payé, je pense, 350. Puis après ça, j'ai entendu dire qu'il y avait un monsieur à Saint-Gabriel qui traînait une charrette de foin avec un Chevrolet 56 décapotable. Ça fait que j'ai acheté l'auto. J'ai vendu l'autre. Puis j'ai refait faire l'auto. Puis je l'ai vendu quelques années plus tard, 1450. OK. Ça vaut 90 000 US aujourd'hui. Ah, la douleur de l'avoir vendu à ce moment-là. Ouais, je vendais pas des autos comme le père à Sandy. Non, non, c'est sûr. Mais disons que c'est là que ma passion a commencé. Ça fait qu'au fur et à mesure, j'ai toujours eu une vieille auto. OK. Mais au point d'en développer littéralement un festival, comment c'est venu cet événement-là qui se passe à Rimouski? C'est quoi déjà? Quand on a créé le Week-end des Anciennes, on n'a pas voulu en faire une exposition de bazou. On a voulu en créer un événement touristique. Il n'y a rien de plus beau que descendre de Québec ou descendre de Montréal par la vieille route 132 en vieille auto. Ça veut dire que tu n'es pas poussé sur la 20 à une vitesse folle. Fait que tu descends tranquillement sur la 132. Tu prends des photos. Je veux dire, il n'y a pas plus beau que ça. Les vieux chars, moi, j'ai tout le temps été là dans les expositions à Granby, au show de Montmorency. J'étais allée en Pennsylvanie avec mon père au show de Carlisle qu'il y avait là-bas. Puis ils nous avaient acheté tous des petits kits rétro, les petites jupes avec les crinolines, les petits kits complets. Là. On s'en allait là avec lui dans les shows d'auto. OK. Fait que, tu sais, ça fait partie de moi, c'est sûr. Puis on a essayé de faire un mix à Saint-Pascal, justement, quand j'étais encore là, vieilles voitures et nouvelles voitures. Fait qu'on avait fait une exposition à Saint-Pascal, sur le terrain d'école, puis on avait mêlé les deux. Fait qu'il y avait autant les voitures antiques que les voitures modifiées à ce moment-là.
Fait qu'on avait amené cette idée-là de Tu dis que dans le fond, ça a commencé assez jeune. Dans le fond, littéralement, quand tu étais toute petite. Oui, mon père, il reprenait des voitures, il les défaisait, il refaisait, il faisait du body dessus lui-même. Mon parrain, qui se trouvait de son frère, lui, c'est son métier de faire ça, justement, la restauration des voitures. Puis est-ce qu'assez jeune, tu as commencé à tripoter du véhicule ou pas tant que ça, ça n'a jamais été... J'ai beaucoup de photos chez nous qu'on est à côté d'un hot rod ou peu importe, on a vraiment beaucoup. Là, puis on s'assise sur une petite caisse à côté de lui puis on le regardait travailler dans le garage. Wow. Fait que ça fait longtemps que ça existe. Non? Puis cette passion-là t'a amené littéralement à en faire un métier, à être une des plus grandes représentantes, là, littéralement, de l'industrie ici dans l'Est du Québec. C'est quand même assez fou. Raconte-nous ce parcours-là. Comment t'en es venu à être propriétaire de franchise automobile? C'est sûr et certain que moi, à base, je pensais être coiffeuse ou faire autre chose. OK. Dans le mode ou... Ouais. Puis l'automobile, ça m'est tout le temps revenu. Je sais pas pourquoi, mais c'était comme fort que moi de revenir là. Je coiffais, puis je parlais d'auto. Fait que, je sais pas. Très drôle. Tu vois ça dans les salons de coiffeuses, tout le monde te regarde. Mais c'était comme naturel, là, d'être là. Puis je finissais l'école secondaire, j'allais regarder mes mécaniciens travailler. Tu sais, tout le temps clairement, tu avais une passion. J'aidais ma mère à préparer des choses, à étamper. J'ai grandi là-dedans. Puis, non, je pense que c'était vraiment le côté diversifié. Tu sais, l'automobile, ça change quand même énormément, année après année. C'est jamais routinier en soi. Puis, non, c'est quand même... Et pourquoi tu es devenue franchisée? Pourquoi franchiser? C'est un défi personnel. J'avais vraiment le thrill d'avoir Mitsubishi depuis que je les avais vus aux États-Unis, que je m'étais dit que j'allais avoir ça. Ça a tout le temps été OK, fait que toi, un but personnel. En voyage aux States, tu as regardé un char, tu as dit, moi, un jour, je vais en conduire une. Il y avait des Eagle Talon puis des Dodge Tilt à ce moment-là que mon père vendait. Puis quand ils ont décidé comme de les retirer, puis j'ai vu qu'aux États-Unis, ça existait, les Eclipse, les 3000 GT, puis tout ça, j'ai comme fait, aïe, c'est ça, je vais aller me chercher, puis avoir de quoi d'unique ici. Là. OK. Mais c'est ça, quand ils ont rentré en 2002 au Canada, Mitsubishi, j'ai comme fait, bon, je serais pas seule finalement, mais je m'en vais. Ouais. mais donc, tu as eu une vision, on t'a dit, même d'ailleurs, tu as eu une vision depuis longtemps. Tu avais cette idée-là que ça pourrait prendre ici dans le marché. Je sais que, le Mitsubishi, c'est une jeune marque ici, c'est comme tu le disais, 2002, puis c'est un petit pourcentage des ventes au Québec. Mais ici, dans l'Est du Québec, on en voit quand même souvent. Fait que dans Les le fond, de marché sont très bonnes. Ah oui, carrément. Fait que tu as comme réussi à tirer ton épingle du jeu avec ce même coup de foudre-là que tu avais eu toi-même. À la base, c'est ça, on avait beaucoup, les petits lancers qui attiraient beaucoup des jeunes et tout. Fait que je m'amusais à faire des lettrages spéciaux, les marques de couleurs, je m'amusais à faire ça. Parce que quand le client rentrait, il y avait le coup de cœur, exact. OK. Fait que là, ça fait comme depuis 2017 là, qu'ils nous ont retiré les lancers, on n'a plus d'éclipse. Là, c'est comme, amenez-nous de la nouvelle viande. J'ai hâte de retrouver ce petit... Puis tu as eu de la nouvelle viande, parce que dans le fond, je sais que quand le modèle semi-électrique est sorti, le FEV, là, la compagnie a mis le paquet, puis clairement, on ne parlait que de ça dans les médias, ce modèle-là qui était quand même... d'attendre aussi. Hein. Exactement, tout le monde en parlait depuis longtemps. Puis à l'Europe, ils en vendaient énormément, fait qu'ils ont eu de la misère à pouvoir fournir au Canada, fait qu'on a été sur une liste d'attente très longtemps. Fait que quand on l'a eu, on était bien heureux. Là. Puis avant, oui, tu dis que vous étiez bien heureux, mais tu devais avoir des appréhensions. C'est quand même nouveau. Tu sais, il faut le faire. On vit dans une époque très particulière où est-ce que on passe carrément du cheval au moteur. Puis là, en ce moment, c'est un autre changement drastique comme celui-là. Est-ce que tes mécaniciens étaient comme, bah oui, pas de trouble, ou ils étaient vraiment réticents? Là, c'est là, non, ça me tente pas d'apprendre ça. C'est sûr que je regarde juste chez nous dans les mécaniciens, les plus jeunes vont être plus fervents à vouloir faire les cours et tout. Tandis que mon plus vieux qui est là depuis que j'ai ouvert et tout ça, lui, dans 5 ans, peut-être, va être en retraite. Fait que, il n'ira pas se pousser autant. Ça l'intrigue, tout ça, mais de là à se faire former, tout ça, il est pas. OK. Il est trop jeune. Est-ce que c'est un mythe, tout ça? Parce que, là, on a deux passionnés de voitures, là, on le sent qu'il y a de l'amour. Mais toi, juste pour faire une petite parenthèse, ton parcours, il est différent. Tu es un scientifique puis un biologiste, si je comprends bien. Comment ça a commencé, tout ça? Mon parcours, je pourrais peut-être aussi parler de mon parcours de char, parce que les voitures ont quand même été présentes dans ma vie. Mon frère a vendu des chars, j'ai tout le temps conduit. J'ai eu 13 ans, 2 voitures de suite, 2 diesels que j'ai transformés pour qu'ils roulent à l'huile végétale. Avant d'être à l'électricité, j'ai été à l'huile végétale pendant 13 ans de temps. Fait que, tu sais, taponné sur un char. mais moi, c'était, fait que j'ai besoin de la voiture. On est dans une région où il n'y a pas beaucoup de transport collectif. Je travaille à les développer. Fait que, mais c'est ma préoccupation environnementale qui m'amenait à triper assez là-dessus puis à développer
une curiosité, puis de m'informer, puis j'ai monté, je me suis fait aider de mon garagiste, puis on a mis le système à l'huile végétale, je filtrais l'huile chez nous, puis fait que j'en ai eu deux. J'ai eu deux stations, un Jetta puis un Passat. Ça, j'allais dire, c'était du Volkswagen qui C'est du Volkswagen, t'as pas le choix. Mais soit dit en passant, Rudolf Diesel, quand il a inventé le moteur diesel, son idée, c'était que n'importe quel agriculteur dans le fin fond de nulle part pourrait être autonome. Fait que ses premiers prototypes étaient à l'huile d'arachide, puis c'était inventé pour ça. Puis la révolution pétrolière a fait qu'on a oublié que ces moteurs-là étaient faits pour rouler à l'huile végétale. Okay. À la base. T'sais. Moi, je pensais avoir un scoop hallucinant. J'étais là, mesdames et messieurs, il a déjà possédé un moteur diesel. Mais non, évidemment. Tout de suite, en le recevant, t'as fait « c'est pas écologique, cette affaire-là. » Pow, de l'huile à patate, faire marcher ton char. C'est incroyable. La difficulté. Ça, c'est drôle, d'ailleurs, parce que ça fait référence à tout ce qu'on vit au niveau environnemental. On a tout le temps l'impression que c'est difficile, c'est compliqué, changer nos habitudes. Il y a tout le temps une espèce d'effort à faire. Mais je pense que c'est quand même un exemple incroyable. T'as vraiment pris le temps de modifier ta voiture pour qu'elle prenne de l'huile végétale en espérant être un petit peu moins polluant là, dans tes actions. Mais tu sais, ces changements-là, ils se font, puis il y a toujours une certaine résistance aux changements. Si tu regardes, tantôt, tu as mentionné le passage du cheval à l'auto. Si tu regardes des photos de New York, là, je me souviens plus exactement des années, je pense que les années, la première, c'est 1908, puis la deuxième, c'est 1913. Là. C'est en dedans de moins de 10 ans, mettons, autour de 5 ans. La 5e avenue à New York, sur la première photo, est pleine de chevaux. Puis tu as une voiture que tu cherches pour la voir sur la photo. 5 ans plus tard, c'est exactement l'inverse. Il y a un cheval sur la photo. Il y a des basculements. Les changements dans la société se font souvent en basculement. Puis la transition qui est en train de se faire maintenant sur la voiture électrique, si tu regardes les chiffres de vente, oui, on est à 2-3 % du parc automobile au Québec, mais c'est une courbe exponentielle. Puis la courbe exponentielle, quand elle lève, on en voit beaucoup des voitures électriques. Fait que ce changement-là, il est pas... oui, peut-être que les gens pensent que c'est compliqué, mais si tu expliquais, tu prends quelqu'un qui n'a jamais eu une voiture, tu y expliques, bon, il faut que tu fasses tes changements d'huile, il faut que tu ailles faire vérifier les plaquettes de frein. Un carburateur, ça marche de même. Mets ton tournevis dedans s'il ne part pas l'hiver. Tu sais, il y a plein de trucs qu'on a assimilés puis qui sont tous dans notre... on les possède puis on est habitué. Mais avec la voiture électrique, c'est la même affaire. Tu te le fais expliquer, puis à un moment donné, c'est facile, c'est pas compliqué, puis... Moi, en tout cas, je trouve ça... c'est le fun en tabarnouche. Là, ça a du torque, une voiture électrique. Ça accélère très bien. Puis, j'ai plus besoin d'aller autant au garage. Au lieu de passer mon temps à aller faire le plein puis tout ça, quand je m'en vais, on va arrêter, on va faire une pause pendant que l'auto recharge. On va se payer un resto au lieu de se payer un changement d'huile. Ah non, moi, les chars, là, j'adore ça. Je comprends qu'il faut aller vers l'électrique. Là. Quand ils vont me faire un char électrique qui sent le gaz, là, tout le monde va en acheter. L'odeur du pétrole, là, c'est quelque chose que je peux pas me passer, tu comprends? C'est plus fort que moi. Puis ça, c'est assez ironique, d'ailleurs. On met du gaz dans nos chars qui est dérivé des dinosaures, puis les chars au gaz sont en train de devenir des dinosaures. Faut croire que tu deviens ce que tu manges dans la vie. Gars, ben ça, les chars électriques, quand ça sera plus à mode, ça va tout devenir des vapoteuses. Tu sais que Vin Diesel, ça, c'est du passé. Hein, dans pas long, il va s'appeler Vin Kilowater. Je peux pas te cacher qu'un char, ça pollue. Les gaz à effet de serre pis tout. Moi, m'a dit ce qu'il faut dans un char. Marshmallow. C'est pas mangeable, ça sert à rien. Recyclez-moi sans gaz de char. Les beaux marshmallows. On va pas se le cacher, là. T'es un biologiste, t'es un environnementaliste. Exact. On va dire les vraies affaires. C'est même pas vrai que c'est moins polluant, l'électricité. Les voitures électriques, là, c'est même plus polluant que les vrais chars normales qui marchent à gaz. Bon, on va t'expliquer ça comme il faut. Merci. OK. Regarde. En fait, la voiture électrique, si on regarde l'analyse de cycle de vie, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut regarder sur tout le cycle de vie d'une voiture. Une voiture électrique, à la construction, va générer plus de pollution. Là où l'auto à combustion, l'auto à gaz est polluante, c'est dans son utilisation. Donc, au bout de quelques années, c'est moins de 100 000 km, l'auto à essence devient plus polluante que l'auto électrique. C'est sur le temps. C'est sur le temps parce qu'il y a beaucoup de matière, mettons, pour faire la batterie. Puis, tu sais, s'il y a un endroit au monde où on devrait électrifier notre parc automobile, c'est au Québec parce que notre électricité, elle est renouvelable.
Si tu es en Chine ou aux États-Unis où ton électricité est fabriquée à partir de pétrole, le bilan est moins positif, mais il est encore positif. C'est encore mieux quand même. Fait que là, tu as tes batteries. Oui, ils sont plus polluantes à faire, les batteries, mais il faut que tu compares ça à produire le pétrole pour faire rouler l'auto pendant toute sa durée de vie, ce qui commence à être beaucoup. Fait que c'est quand tu fais cette comparaison-là que tu te rends compte que l'auto électrique est moins polluante. Et ce qui est bien important aussi de comprendre, c'est que la batterie, présentement, on fait des batteries neuves, mais il y a toute une industrie du recyclage et du reconditionnement de la batterie. Le Québec a un consortium qui a développé un procédé d'hydrométallurgie qui va permettre de fondre des batteries et de les recycler à 90-95 pour faire d'autres nouvelles batteries. Okay, donc... Fait qu'une fois que cette boucle-là va être bouclée, là, en termes de bilan environnemental, là, ça va être complètement autre chose, ça va être vraiment mieux. Fait que c'est là où vraiment l'auto électrique se démarque de l'auto. Moi, j'ai de quoi dire. Oui, vas-y. Vas-y. Mais là, on a comme un gros écart entre le fait qu'on veut garder des vieilles voitures, mais on veut devenir environnemental. C'est sûr que ça nuit, tous les messieurs qui gardent un vieux char. Mais non, ça, c'est un bon point. C'est sûr que il y a tout l'aspect surconsommation. Si tu changes de char aux 4 ans, que ce soit un char électrique ou un char au gaz, tu restes que tu génères de la pollution, comme dans tout. T'sais, garder un vieil objet puis de l'étirer dans le temps, réparer ton frigidaire, réparer ta vieille voiture. Le métrage n'est pas aussi... C'est ça. Mais ça dépend aussi combien de kilométrage que tu fais avec ta voiture à essence. Je pense que là-dessus, on peut se servir de notre gros bon sens. Là. Mais c'est ça, Jean-Claude, la voiture que tu as, l'ancienne, tu la sors pas particulièrement souvent. Je veux dire, de toute façon, l'hiver, c'est clairement au garage, là? Oui. OK. Puis le reste de l'été? Écoute, puis 35 000 milles de fait depuis sa restauration, qui en est à sa 16e année. Ah, OK. Ça fait que c'est sûr que quelqu'un qui dit une vieille auto, ça pollue, c'est vrai. J'ai aucun doute là-dessus. Sauf que ça dépend de l'utilisation que tu fais. Mm-hmm. Quand on va à notre exposition l'été, on stationne l'auto à la place des vétérans. Puis l'auto est là pour la fin de semaine. On se promène pas en ville avec. Ça fait que c'est sûr. Mais ça pourrait être. Moi, ce que j'ai vu, là, un documentaire, quelqu'un qui veut la faire rouler, mettons, sa vieille voiture. J'ai vu un documentaire, c'était une shop spécialisée en Californie où ils faisaient que de l'électrification de vieilles voitures de collection. Ils prennent la voiture, ils gardent la carrosserie, le tableau de bord, tout intact, mais ils mettent un moteur électrique puis des batteries dedans. J'ai vu des Triumph, plein de voitures. Tu fais comme, wow, tu sais, des vieilles Porsche. Ça t'emmerde pas, ça, toute cette histoire-là d'électrification puis d'écologie d'environnement? Je veux dire, comment tu vois ça? Bien, ce qui est arrivé, c'est que dans ma peau de journaliste, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs véhicules électriques. OK. Puis moi, je crois beaucoup à ça. Par contre, c'est sûr que quand je prends ma vieille auto, qui fait 14 000 au gallon, des fois, c'est déprimant. Tu vas à Québec, puis tu vas faire le plein 2 fois pour y aller, puis 2 fois pour revenir. Bon, c'est sûr qu'en 55, le gaz, c'était peut-être 30 cents du gallon. Ouais. Là, aujourd'hui, bien, il est un petit peu plus cher que ça. Par contre... Sinon, pour les technologies, au niveau des technologies, tu me disais que tu y croyais. Tu vois vraiment un avenir pour ça? Absolument. Ah oui? Absolument, mais ça ne m'empêche pas, comme passionné de vieille auto, d'avoir ma vieille auto. Je pense que c'est 2 mondes, parce que c'est quelqu'un qui est passionné des thèmes, quelqu'un qui est passionné parce que je suis aussi amateur de vieille musique. Mm-hmm. Parce que quand je m'en vais dans ma vieille auto, j'écoute de la vieille musique. Ça fait partie du trip, ben oui, c'est sûr. Fait que tu descends, tu te promènes partout dans la région avec de la vieille musique d'époque. C'est comme si tu te retrouvais du jour au lendemain en 55 ou en 56 ou en 57. Ouais. Bon, c'est le plaisir puis c'est la passion que tu as de rouler là-dedans. Il y a un parallèle avec une des choses que vous avez dites tantôt entre la voiture ancienne puis la voiture électrique que je trouve vraiment intéressant. Tu sais, vous dites, il n'y a rien de plus agréable que de descendre à Montréal ou Québec par la vieille route dans une vieille voiture. Mais en voiture électrique, si on veut aller loin, quand on fait des grandes distances, on roule plus lentement. Tu peux rouler vite, tu vas juste aller moins loin parce que ta batterie va durer moins longtemps, tu vas être obligé d'arrêter, charger plus vite. Fait que le fait de rouler en auto électrique te force à rouler plus zen. Si tu veux aller loin, tu vas en vacances. Hey, je suis parti, là, ma première auto électrique, elle avait 140 km d'autonomie. J'ai fait le Cabot Trail, c'est 2000 km.
On l'a fait, moi et ma blonde, on est partis. Puis là, on laissait l'auto, on faisait un petit tour de vélo pendant qu'elle chargeait. Puis on a fait toute le Caboturn, ceux qui l'ont fait, en Nouvelle-Écosse. Il y a des moyennes côtes. C'est magnifique, mais tu roules tranquillement. Ça change notre philosophie de pensée. Tu sais, je sais que moi, avant, c'était comme les gros chars, les moteurs, la musique au bout. Puis quand je suis tombée dans mon premier PHEV, j'ai comme fait « Oh boy! » C'était genre, tu fermes tout, tu mets même pas l'air climatisé, tu trouves tout ouvrant, tu baisses les fenêtres, tu te profites. Sandy. C'est quoi le meilleur char que tu as eu dans ta vie, là? Es-tu capable de... Même si c'est pas... Il y en a un que tu as trippé, tu as vraiment aimé conduire, tu as fait comment j'ai eu du fun avec ce véhicule-là. Mon Eclipse que j'ai acheté en 2004, c'est une 98. C'était convertible. C'était mon thrill d'avoir ce véhicule-là, c'était vraiment ça. Ah ouais? Je l'ai modifié, j'étais allée à un garage à Québec de performance, puis j'ai mis 350 forces dedans, j'ai fait du drag, Pardon? Ouais. T'as fait du drag, c'est malade! C'était un parfait plété, convertible, j'avais droppé à suspension, j'avais le gros système de son, le gros moteur, puis c'était... T'as-tu comme fait des compétitions officielles ou c'était plus underground un peu? Comme à Montjoli, place comme ça, là. OK. Mais le fun que je peux dire, puis que je l'ai poussé, c'est quand ils ont sorti la Lancer Evolution, puis c'était dans le coin de l'Ontario, à Calabogie, ils ont fait il y a un circuit là-bas, fait qu'ils nous ont fait essayer toute la compétition. Puis le nôtre avec un pilote automobile qui était à côté. Puis il disait, fais ci, fais ça, tourne là. Mais le dernier croche, il rentrait vraiment beaucoup, là. Mais moi, je pensais que c'était une loupe. Fait que j'ai manqué de l'échapper dans le cours, mais le char, il a tout contrôlé. C'était vraiment senti J'avais la en vidéo, torsion, ils ont là. filmé, là. Fait que j'ai ce moment-là que je l'ai poussé à bout, puis que ça a gardé le chemin incroyable. Ça m'amène à vous demander, parce qu'on parlait d'une lointaine époque, hein, pas tant que ça, mais quand même. Ça fait depuis 1970 qu'on travaille un dossier pour ou contre la 20? L'autoroute 20? Ouais. Pour ou contre? Ça part Non, mais là, bien. il y a un bout d'autoroute 20, là, mais comme pas... C'est pas une vraie 20. Donc, l'autoroute 20 qui arrête, grosso modo, à Trois-Pistoles, qui se rend pas plus loin dans l'est du Québec. Ouais. Pour toi, c'est pas nécessairement, de toute façon, déjà à la base d'une vraie autoroute. Puis ensuite, c'est un besoin... Ça l'aiderait, là, c'est sûr. C'est un besoin qu'on aurait ici. Comme... Ouais, je pense que oui. Je pense que ça aiderait Ouais. pour... Et avec le trafic, tout, moi, je me rappelle quand j'étais à Québec en 2001, fallait que tu partes à 3h15, 4h max pour dire que tu te sauvais du trafic. Mais là, à cette heure, c'est rendu bondé au bout. Puis je pense qu'à Rimouski, on a vu un peu le même principe. Là. Il y a plus de monde, il y a plus des jumelés, ils en construisent, des maisons, ça n'arrête plus. Fait que je pense que la circulation est plus dense qu'avant, puis ça ferait pas de tort. Là. OK. Puis je passe à toi, Jean-Claude, l'autoroute 20. Bien, c'est sûr que je suis pour. Ah, c'est sûr que t'es pour, toi. Ah, oui. Je veux dire, avec ma vieille auto, j'ai pas de feeling à rouler avec ça à 20. Fait que ça Je vous veux laisse dire, la je m'en vais en route 55. libre. là. Il veut la route à lui Il veut la route seul. Puis va pas quelqu'un aimer ma veut te réponse. photographier à côté, là, puis là, ils sont là, puis ils te posent, puis mine de rien, ils s'en viennent sur toi, là. Ah oui! Ça fait que j'aime bien mieux m'en aller tranquillement sur la 132 puis dire, ben, je m'en vais à Québec, ça prendra le temps que ça voudra. Fascinant. Donc, la raison pour laquelle tu penses que c'est une bonne affaire d'avoir l'autoroute 20, c'est pour avoir la paix pour les vieilles voitures sur la vieille route, si on veut. Non. Moi, personnellement, j'ai hâte qu'on ait la 20. Mais écoute, j'ai commencé dans un journal au début de 70. On en parlait. Ouais. Puis on en parle encore Son promesse 50 ans d'esprit, plus tard. Puis je suis pas sûr qu'on n'en parlera pas encore dans 30 ans. Ah, t'as l'impression que ça va être Là, un débat encore pour pas sûr que je vais être prochaines là, là. années. Ah oui, oui, oui. Je sais Mais, qu'il y a quelqu'un qui bouille sur sa chaise en ce moment. Ah là. non, mais j'attends mon tour. mais bon, moi, évidemment, je suis contre, là, ça ne sera pas une surprise pour personne, mais en fait, il y a quelque chose de logique là-dedans. On a de la misère à entretenir les routes qu'on a déjà. Puis là, vous allez me dire qu'avec une deuxième route parallèle à l'autre, on va avoir d'où va venir l'argent pour la construire, l'entretenir, la déneiger. Excusez-moi, là, mais j'ai des gros doutes. Puis que c'est pas une vraie 20, c'est pas deux voies partagées qu'on a, c'est une chaussée partagée. Moi, je pense qu'on serait bien mieux de prendre le grosso modo milliard que ça va prendre pour finir, là, mettons, Trois-Pistoles-Rimouski, prendre la moitié de cet argent-là. Là, je donne une approximation. Mettre cet argent-là à améliorer la 132. Il y a des endroits où il faudrait contourner des villages, il faudrait faire des voies de dépassement, il faudrait la sécuriser. Tu sais, la sécurité, il n'y aura pas de compromis là-dessus, mais vraiment régler les problèmes de sécurité sur la 132, l'améliorer grandement pour qu'elle soit plus fluide. Puis l'autre moitié de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'arrange pour que... Les parties de problème de sécurité qu'on a sur la 20, c'est qu'il y a du trafic lourd, il y a du trafic de personnes. Mais si on met de l'argent sur le transport de marchandises intermodal pour envoyer plus de camions sur le train puis sur le fleuve pour transporter de marchandises, il va y avoir moins de camions sur la route,
Puis si on met plus de gens dans des autobus avec un meilleur système de transport collectif qui les amène du point A au point B de façon efficace, bien, l'autre moitié de l'argent, si on le met sur le transport de marchandises puis le transport en commun, bien, on va avoir obtenu le même résultat d'augmentation de la sécurité puis de la fluidité pour la moitié de l'argent, puis on n'aura pas 2 routes à entretenir. L'argument que tu m'amènes, finalement, c'est d'en faire une 20. C'est juste qu'elle s'appelle autrement. J'appellerais ça c'est comme entre une 20 et une 132. Ben oui, parce que, tu sais, on a-tu vraiment la densité de trafic qu'il faut pour avoir une 20 à 4 voies ici dans l'Est? Non. Mais, tu sais, j'ai déjà voyagé, puis tu vas ailleurs, puis tu vois des routes qui sont pas une 132 puis pas une 20, qui sont quelque part entre les deux, qui est plus large. J'ai vu des endroits où est-ce que t'avais, dans d'autres pays, t'as un endroit où t'as une bande mitoyenne qui fait à peu près 1 mètre et demi de large. Fait qu'au lieu d'avoir 2 chaussées séparées, t'as une bande que si jamais il y en a un qui dévie de sa trajectoire, il y a une grande place pour se reprendre. Il y a une marge pour se reprendre. Au lieu que ça se croise avec juste une bande de peinture qui est peut-être rugueuse. C'est spécial, C'est ça. Tu sais, tu peux avoir des accotements plus larges, avoir des endroits où les entrées, sorties de voitures sont plus sécuritaires, sans être obligé que ça soit un viaduc ou un carrefour giratoire à chaque fois. Tu sais, la sécurité, elle se travaille de d'autres façons. Il y a autre chose qui existe et qu'on peut imaginer. Je trouve que ton ouverture, elle est extraordinaire dans le sens où c'est là qu'on voit aussi qu'à notre époque, il y a un dialogue de sourds un peu, parce que, au fond, on en arriverait aux mêmes conclusions. Mais dans un cas comme dans l'autre, merci infiniment d'avoir partagé ce plateau. C'est super intéressant, tellement même que je pense que j'ai une idée de projet pour une émission de char. Oh, ça serait le fun. Merci d'être venu nous voir. Merci. Santé. Catherine, est-ce que tu as une voiture, toi? Ah, oui, j'ai une voiture, Joe. Toyota Corolla 2006. Bon vieux moteur. Hey, j'en ai fait du millage avec. J'ai passé le 350 000. Donc, c'est 50 000 kilos Ah, sur ton ouais. char. Je suis rendu pas loin du 400 000, mais dis-y pas. Fait que là, tu prévois éventuellement t'acheter une voiture de luxe. Oui, probablement, là, un beau petit char. Ça te ressemble, ça, me semble. Tu sais bien que j'ai pas l'argent. Mais si j'avais l'argent, je m'achèterais probablement une petite Porsche. Ah ouais? Oui. Tu connais-tu l'histoire de la Porsche de James Dean? Ah non, je ne la connais pas, non. Tu connais pas James Dean? Un acteur américain Oh, qui il est était décédé reconnu. dans un accident de voiture, si je me Oui, souviens bien. exactement. Oui. Il est décédé à 24 ans, en 1955. Puis quand il est décédé, il venait de s'acheter une Porsche Spider 550. Crois-le pas, OK? Il est décédé, mais c'est l'histoire d'après avec ce char-là qui continue. Ce char-là, il est tenté. Un char hanté. Oh ouais. Puis ça, c'est arrivé parce qu'il y a eu une malédiction, hein. Ça se parle. Il y avait une vieille actrice qui faisait des films, en fait, à l'époque de vampires pis tout, quelque chose d'un peu épeurant. Elle avait fréquenté James Dean. C'est elle qui a racheté un char. Ce char-là, après avoir causé la mort de son conducteur, James Dean, il a été racheté par un dude, OK? Puis lui, il avait revendu les pièces séparément de la voiture. Il les a revendues tout d'abord à 2 médecins, OK? Les 2 médecins, ils se sont remontés des chars avec les parties. Les 2 ont eu des accidents, même journée. C'est pas fini, il avait revendu les pneus à quelqu'un d'autre. Mais l'autre personne à qui il avait vendu les pneus, gros accident. Il expliquait que les pneus avaient explosé soudainement, les 4 pneus. Incroyable. Incroyable, Puis là, tu te effectivement. dis, ça doit arrêter là. Non. Il a décidé qu'il transportait le char ailleurs, puis le temps qu'il le transporte, il l'a mis dans un camion. Le truc était mal attaché. La voiture de l'ancienne voiture de James Dean, les parties qui restaient, est tombée. Elle a écrasé le conducteur, toi. Mon Dieu, Une ça autre a pas de personne bon décédée. sens. Ça arrêtait plus. Dire que je chiale après mon vieux char tout le temps. Mais tu vois, je me plains pour rien. De Finalement, quelle ça sorte, pourrait toi? être pire. J'ai un vieux Ford tout scrap que je devrais tirer un coup de 12 dedans. Mais dis-toi qu'elle roule encore puis qu'elle a pas causé ta mort. Hein. Non, effectivement. Parce que des chars maudits, là, c'est pas tout le monde qui veut ça dans sa cour. Non, quoique... C'est pour ça que moi, ma vieille Bertha, je m'en contente, comme on dit. Excellent, ça. Faut se contenter des choses qu'on a. Exactement.